Merci pour cette invitation ici, donc au CHRD, qui est un lieu qui a fait partie justement de mon objet de recherche. J'ai travaillé donc dans le cadre d'une thèse en histoire sur l'histoire du devoir de mémoire. Donc je vais vous présenter à la fois ma démarche, mon parcours un peu de recherche et puis évidemment les acquis, parce que bon, quand on fait une thèse et quand on arrive au bout d'une thèse, a priori il y a quand même quelques acquis. En tout cas je l'espère, donc ça a donné lieu à un livre dont la couverture est derrière moi. Et puis à un moment donné, je vous présenterai deux archives INA, puisque l'une des sources majeures pour moi, ça a été des sources audiovisuelles, et donc notamment au niveau des médias de la télé. Et donc je vous présenterai deux extraits, l'un en 1992 et l'autre en 1995, qui sont des jalons, on va dire, assez importants dans le cadre de ma recherche. Quand j'ai commencé à travailler sur le devoir de mémoire, donc c'était à la fin des années 2000, j'ai commencé par le devoir de mémoire à l'école. Donc je suis aussi un peu connaisseur de ces questions de mémoire à l'école et des enjeux de mémoire dans l'espace scolaire. On pourra en parler donc, et échanger là-dessus tout à l'heure justement avec les lycéens. Mais j'avais commencé donc par ce travail sur le devoir de mémoire à l'école. Et c'était une époque après 2005. Donc je donne toujours cette date de 2005 qui est une date importante, on y reviendra peut-être dans les échanges si vous voulez bien, une date importante parce que c'est des controverses très médiatiques, très politiques, enfin hautement politiques qui se sont déroulées lors de cette année-là de 2005, autour pas de la Seconde Guerre mondiale justement, mais de la colonisation, et qui avait vu donc la création, donc fait inédit, la création cette année-là de deux associations d'historiens. Première association créée, le CVUH, qui existe encore aujourd'hui, le Comité de vigilance des usages publics de l'histoire. Deuxième association, donc ça c'était en juin, et deuxième association en décembre 2005, Liberté pour l'histoire, qui existe encore aujourd'hui. Pas trop la même tendance, c'est clair, politiquement non plus. Et en même temps, un discours d'historiens quand même critiquant largement et régulièrement à cette occasion-là le devoir de mémoire, nommément, explicitement, devoir de mémoire. Donc, quand j'ai choisi cet objet de recherche, je me suis retrouvé régulièrement avec une certaine, pas une hostilité, mais une certaine défiance de la part de mes collègues de la communauté des historiens qui étaient contre le devoir de mémoire, ou déjà étaient apparues d'autres formules qui, on va dire, balisaient le discours scientifique qui était devoir d'histoire, qui était apparu quelques années plus tôt, notamment par Antoine Braud en 1996-1997, et qui avait été repris ensuite par beaucoup d'historiens. Et puis une deuxième formule, travail de mémoire, qui provenait là pas d'un historien mais d'un philosophe, Paul Ricoeur, dont je parlerai régulièrement, autour des années 98-2000, on va dire, où il et même dans une tribune dans Le Monde en 2000, en juin 2000, il explique que si le devoir de mémoire lui paraît important dans une dimension de justice envers les victimes, il lui préfère la notion de travail de mémoire. Donc je reviendrai avec vous lors des échanges tout à l'heure sur ces questions-là. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, mon sujet n'apparaissait pas essentiel à cette époque-là pour les collègues et n'était pas très bien vu, finalement. Travailler sur le devoir de mémoire, c'est quelque chose qui ne se faisait pas dans la mesure où on était un peu dans un objet presque dans un objet de recherche qui était quelque chose de disqualifié largement chez les historiens et donc peut-être disqualifiant. Donc, il y en a quand même un certain nombre qui ont changé d'avis depuis, heureusement. Toujours, pas forcément parce qu'ils sont pour le devoir de mémoire, c'est pas du tout ça, évidemment, mais parce que effectivement j'ai amené
quelque chose autour de cette étude et cette recherche historique. Alors évidemment, moi je suis dans une neutralité axiologique dans cette recherche-là, ce qui veut dire que je ne prends pas parti. Quand j'ai fait des années de recherche sur le devoir de mémoire, c'était pas pour dire je suis pour, je suis contre, ça allait évidemment largement au-delà de ça. Il n'y a pas de parti pris de ma part sur cette notion-là, je le dis dès le départ. Donc je ne suis pas ni pour ni contre, mais ma recherche c'est focalisé sur le terme, donc déjà ça c'est essentiel, pas sur la notion, parce que j'ai très vite dit dans un article qui était paru au débat, écrire une histoire du devoir de mémoire, de mémoire c'était 2010 je crois, 2011, donc j'avais écrit un article dans la revue Le Débat, et donc effectivement j'avais dit, mais la notion de devoir de mémoire, évidemment, d'un point de vue anthropologique, elle a toujours existé. C'est-à-dire que cette obligation morale que les individus ou les sociétés se donnent vis-à-vis du passé, ça fait vraiment belle lurette que ça existe. Et donc moi l'intérêt, il me semblait que l'intérêt de cette question d'un point de vue historique, et je voulais travailler sur l'histoire, historiciser ça justement, ce qu'on appelle l'historicisation, cette question-là, elle devait se porter sur le terme et sur du coup le langage. Donc ma thèse et mon travail et mon livre, c'est aussi en partie, c'est de l'histoire, mais c'est aussi en partie, ça concerne en partie le langage. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que le langage est à la fois un témoin, un indicateur, une trace évidemment, mais quelque chose qui nous indique et qui nous permet de repérer des termes, des nouveaux termes. Donc, peut-être une nouvelle sensibilité. On est dans ce qu'on a appelé dans les années 70 l'histoire des mentalités. Donc une nouvelle sensibilité par rapport au passé, où à un moment donné, vous avez un terme comme ça qui surgit et qui s'impose, celui de devoir de mémoire. Donc on a cet indicateur-là. Et en même temps, évidemment, on a aussi un terme qui s'impose et qui va participer à la construction normative, d'une norme autour du devoir de mémoire. On a les deux aspects, c'est-à-dire à la fois le devoir de mémoire comme un témoin de nouvelles préoccupations ou d'une nouvelle sensibilité à l'égard du passé, donc c'est ce que j'essaierai de vous démontrer pendant cette heure, et puis en même temps, effectivement, une formule qui, dans les années 90-2000, va peut-être aussi façonner avec d'autres choses, avec d'autres événements, avec les mémoriaux, avec des films, avec tout ce qui est vecteur culturel, avec des commémorations, avec des politiques de mémoire, mais le devoir de mémoire, en tout cas c'est mon hypothèse, a aussi joué dans la construction de nouvelles représentations, de nouvelles appropriations du passé. Donc je suis parti sur cette question du langage qui me semblait signifiante. Et puis, je me suis très vite retrouvé face à, pas un travail sur le devoir de mémoire, parce que personne n'avait fait le travail de l'histoire du terme devoir de mémoire. Ça, j'en étais quasiment sûr quand j'ai commencé ma recherche doctorale. Mais on avait eu quelques historiens qui, justement, dans leurs articles ou sous forme d'entretien ou dans les médias, avait dit quelque chose sur le devoir de mémoire, j'en ai parlé juste avant pour le critiquer, mais aussi pour donner des éléments factuels, une chronologie. Et donc, très rapidement, je suis tombé sur des articles d'historiens avec une certaine notoriété, Henri Rousseau, Annette Vivorca, qui indiquaient que le devoir de mémoire provenait soit, alors il y avait deux éléments, deux sources, soit de Primo Levi. C'est un livre d'entretien d'Henri Rousseau, La hantise du passé, en 98-99, publié en 99, où à un moment donné, il va dire que devoir de mémoire, c'est un terme qui a été forgé par Primo Levi. Soit, et donc là on est plutôt du côté d'Annette Vivorca, soit le devoir de mémoire, c'est un terme qui a été forgé par les rescapés juifs après la Seconde Guerre mondiale, et qui s'est popularisé avec le procès Barbie en 1987 pour ensuite s'imposer à tout le monde. Et aujourd'hui, ça veut dire tout et n'importe quoi. Je reprends un petit peu, c'était vraiment de mémoire, mais
vraiment, faites-moi confiance, c'est pratiquement ça qu'elle pouvait dire. C'était une interview dans le site rue 89, donc c'était en 2009 ou 2010. Je suis parti à la recherche de ces occurrences, de ces origines. Et donc, évidemment, des deux côtés, Primo Levi et les rescapés ou les associations, parce en fait, elle précisait, c'est dans les associations de rescapés juifs que le terme est né. Donc, les archives au Mémorial de la Shoah, du CDJC, des associations de rescapés juifs liées évidemment à la déportation et l'extermination de la Seconde Guerre mondiale. Ça a duré un certain temps, je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé. Alors, bon, la question du chercheur, c'est que, oui, évidemment, c'est compliqué de chercher pendant des années, quelque chose qui n'existe pas. Donc, je me suis arrêté finalement au bout de quelques mois. Primo Levi, j'en ai eu la certitude, il y a eu un amalgame. Donc, j'ouvre la parenthèse Primo Levi, ça me permet vraiment de dire quelque chose d'important parce que, encore même des historiens aujourd'hui continuent. Vous savez, les reprises, c'est très connu, hein, les reprises de quelque chose qui a été dit par quelqu'un et ensuite qu'on va reprendre constamment, c'est quelque chose qui est très connu. Enfin, voilà, on a beau être scientifique, des fois, on tombe sur quelqu'un qui écrit quelque chose, eh bien, on va le reprendre sans vérifier. Je veux dire, c'est très courant. Bon. Donc, Primo Levi n'est pas l'inventeur du terme devoir de mémoire. Ce qui s'est passé, et donc là, on rentre dans l'aspect témoignage. C'est un petit livre d'entretien qui est paru en 1995, Entretien Primo Levi, donc qui était mort depuis quelques années, il est mort en 1987. Un petit livre d'entretien paru dans la collection des 1001 nuits. Vous savez, c'était cette collection qui faisait des livres à 1 franc ou 2 francs, enfin c'était avant les euros, hein, ou 2 francs, intitulé « Le devoir de mémoire ». Et donc avec référence d'auteur de Primo Levi. Donc, j'ai pu effectivement, débusquer un petit peu le lièvre, comme on dit, hein, donc en interrogeant beaucoup de personnes aussi, en allant chercher du côté de l'œuvre de Primo Levi, évidemment, et en m'apercevant qu'il y avait eu une confusion à partir de ce livre-là, à partir de 1995, à la fois dans les journaux, les médias qui citaient le livre « Le devoir de mémoire de Primo Levi », repris ensuite, la chaîne est celle-là, hein, et la suivante, c'est à partir de 1995 que ça s'est fait, cet amalgame-là, repris ensuite par des scientifiques. Primo Levi n'a jamais parlé de devoir de mémoire, dans sa langue natale, l'italien, c'était « devoir de témoigner ». Donc c'est ce que j'ai pu trouver comme terme de sa part, dans le sens de l'obligation morale de témoigner, et donc on n'est pas du tout étonné, puisqu'effectivement, dès 1945, dès 1946, dès 1947, il écrit, si c'est un homme 1947, donc il est, et il a toujours été jusqu'à sa mort, dans cette obligation morale de témoigner, d'écrire, de témoigner face aux élèves. Il a fait beaucoup de témoignages dans les salles de classe, hein, en Italie et ailleurs. Mais bon, pas d'occurrence de devoir de mémoire, si vous voulez. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'origine dans les associations de rescapés. Je n'ai rien trouvé sur cette question-là. Je n'ai pas trouvé d'occurrence de devoir de mémoire. Et donc, il fallait chercher ailleurs. J'ouvre une parenthèse parce qu'on en parlait tout à l'heure et ça me paraît important en plus devant un public lycéen. Je n'ai pas trouvé l'occurrence, le terme même de devoir de mémoire dans les archives des associations juives de rescapés, mais j'ai trouvé autre chose, ce qui m'a permis d'écrire quelques articles là-dessus. J'en ferai peut-être un livre un jour, qui remettait en cause l'historiographie traditionnelle autour de l'histoire de la mémoire de la Shoah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que depuis 1989-1990, s'est imposé, et donc depuis 25 ans, et jusque dans les manuels scolaires, l'idée qu'il y avait eu, par rapport à la mémoire de la Shoah, dans les années 50-60, jusqu'aux années 70, un silence, un oubli, une occultation, du refoulement.
Donc je reprends les termes, hein, à chaque fois on va retrouver soit ces termes-là ensemble, soit l'un parmi les autres, mais on va effectivement considérer, donc depuis la fin des années 80, début 90, à la fois dans les médias mais dans les travaux scientifiques qui ont été réalisés, que c'est une période de silence, c'est une période de refoulement, c'est une période d'oubli. Et ce que j'ai trouvé effectivement dans les archives des anciens déportés juifs, et donc notamment avec une association qui s'appelle l'Amicale des anciens déportés juifs de France, qui a été dirigée à un moment donné, donc dans les années 60-70, début 80, par Henri Boulavko, qui était ancien déporté d'Auschwitz, j'ai trouvé des traces de pratiques commémoratives. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une association, mais aussi avec d'autres, qui a organisé des commémorations dès les années 50 à Paris, pour le Veldiv, à Pithiviers, à Beaune-la-Rolande, en y invitant des membres de leur association, mais aussi en y invitant parfois les médias, en y invitant les pouvoirs publics. Et donc, on ne peut pas parler d'oubli, on ne peut pas parler de silence, on est obligé de parler de degré de mémoire, de niveau de mémoire. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'était pas un fait connu de tous et de toute la population française, bien sûr, mais en même temps, vous aviez déjà des organisations qui étaient là et donc qui faisaient ce qu'on appelle des pratiques commémoratives, de la commémoration publique. J'insiste là, c'est pas du tout privé. Je veux dire, c'est parce que l'un des débats et l'une des thèses aussi, c'était ah oui, mais c'était dans la sphère privée. On en parlait parfois dans certaines familles, on n'en parlait pas du tout, puis dans d'autres familles on en parlait, mais ça restait dans la sphère privée. Là, on est dans la sphère publique. C'est publiquement que des organisations commémoraient cet événement-là. De la rafle du Veldiv et donc des différentes rafles et de la déportation. Alors, je referme la parenthèse, mais ça me semble important. François Zouvi est venu donc l'an dernier, c'est ça, et donc c'est exactement cette historiographie-là. On est quelques-uns à effectivement mettre en cause aujourd'hui cette idée de refoulement du silence de l'oubli, pour dire que, alors lui, il a insisté, sa recherche l'a mené surtout sur le niveau culturel, sur des productions culturelles, la littérature, le théâtre, des choses comme ça. Moi, je vais retrouver la même chose, si vous voulez, dans des pratiques commémoratives. Voilà. Donc là, je referme la parenthèse. Je n'ai pas trouvé donc devoir de mémoire dans ces associations-là. Et finalement, je vais trouver ça un peu par hasard. Les premières occurrences que je trouve, c'est début des années 70, 1972. Donc, je ne dis pas, et évidemment, je ne peux pas certifier que c'est la première fois que ce terme de devoir de mémoire a été employé. Mais ce que je trouve dans les différentes archives, puisqu'il a fallu évidemment croiser plein de sources différentes, sont des occurrences de devoir de mémoire, qui ne sont pas liées au passé, qui ne sont pas liés à l'histoire, c'est-à-dire qui ne sont pas des rappels de l'histoire. Et donc ça, c'est un peu étonnant parce que nous, on connaît surtout le devoir de mémoire pour dire n'oublions pas le passé et il faut justement ne pas oublier. Donc nous sommes dans l'obligation justement de regarder le passé en face. C'est pas du tout ça. Ça vient d'un psychanalyste, ça vient d'un professeur de littérature, les premières occurrences. Et donc, j'ai pas le temps de développer, mais on est dans... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une figure de style. On est avec devoir de mémoire dans une figure de style, c'est-à-dire on est dans la construction d'un néologisme par une élite culturelle. C'est une élite sociale, culturelle, donc un psychanalyste très lettré, et ami de Jacques Lacan, et puis un professeur de littérature. Dans un magazine littéraire. Et donc là, on est avec une élite parisienne, cultivée, etc. Et on est dans la création d'une figure de style. Ça m'a intéressé. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il faut rattacher l'apparition de ce terme devoir de mémoire à tout un vocabulaire, ce que j'ai appelé le vocabulaire de la mémoire dans mon livre, à tout un vocabulaire de la mémoire qui apparaît à la fin des années 60 et dans les années 70. Je vais faire là aussi très court, mais c'est là où je pense qu'avec le langage, on tient quelque chose de très important.
dans la façon dont on se vit, nous, au présent, et dont on regarde le passé, et même l'avenir, donc les 3 régimes de temporalité, si vous voulez, c'est qu'on a effectivement un terme mémoire qui va se transformer, qui va connaître une évolution, qui va connaître une évolution sémantique, avec la multiplication de figures de style autour du mot de mémoire. Ce qui indique à la fois une libération, c'est ça qui m'a intéressé, c'est ça que je voudrais dire, à la fois une sorte de libération du vocabulaire de la mémoire dans un contexte des années 60. On va bientôt peut-être commémorer 68, en tout cas c'est déjà fait au niveau universitaire, il y a énormément de manifestations scientifiques autour de 68. On est dans ce registre-là de libération de la parole et de libération d'un vocabulaire qui était extrêmement cadré auparavant, le vocabulaire de la mémoire, qui signifiait en hommage à ceux qui ne sont plus là. Donc à la mémoire d'eux. Donc j'ai fait une petite recherche là aussi du point de vue du mot mémoire dans les siècles précédents, et on trouve effectivement depuis la fin du Moyen-Âge ce terme utilisé de mémoire principalement pour signifier à la mémoire de ceux qui ne sont plus là, à la mémoire de nos glorieux ancêtres, ou à la mémoire d'une bataille, ou en mémoire de ceci, ou en mémoire de cela. Bon. Donc ça, c'est le vocabulaire classique. Dans les années 60 et encore plus 70, ce vocabulaire de la mémoire explose complètement. C'est-à-dire qu'on va avoir des références, par exemple, comme la mémoire du village, qui est tout à fait nouveau. C'est un nouvel usage, justement, de ce terme de mémoire. La mémoire d'un quartier. C'était des choses qui n'étaient pas mises ensemble auparavant dans la construction du langage. Auparavant, on ne parlait pas de la mémoire d'un quartier. On parlait du souvenir d'un quartier. Alors, puisque je parle de souvenir, on va avoir aussi une grande différence au niveau du politique. Le vocabulaire politique va se transformer. Là, j'avance un petit peu dans la chronologie. Cette transformation du vocabulaire politique se fait au début des années 1980, avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Et l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, pour ceux qui n'ont pas connu cette période-là, c'est aussi une certaine libération, une certaine idée d'émancipation, de libération, d'avancée, de progrès. En tout cas, c'est vécu comme ça, pas par tout le monde évidemment, mais par un certain nombre de personnes. Et on a quelqu'un qui est au ministère des Anciens Combattants, le ministre qui s'appelle Jean Lorrain, qui prend son assistant parlementaire qui s'appelle Serge Barcellini, qui est encore à l'œuvre au jour d'aujourd'hui dans les politiques de mémoire, qui était très jeune à cette époque-là, c'était un professeur d'histoire-géographie auparavant, et qui va complètement moderniser à la fois le vocabulaire de ce ministère des Anciens Combattants et les pratiques justement des politiques de mémoire. On va avoir la naissance d'une politique de mémoire dans les années 80, c'est ce que je retrace aussi également dans mon livre. Alors, ce vocabulaire, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'effectivement, on parlait beaucoup de souvenirs. Le vocabulaire des politiques de mémoire, depuis la fin du 19e siècle, début 20e, et surtout avec la Première Guerre mondiale et l'après-Première Guerre mondiale, se fixe autour du mot « souvenir ». Journée du souvenir, flamme du souvenir, etc., etc. Et là, au début des années 1980, donc 82, 83, Serge Barcellini va introduire dans le vocabulaire, dans les discours du ministre, le vocabulaire de la mémoire. Les hommes mémoire, la mémoire collective. Alors la mémoire collective, c'était aussi un vocabulaire scientifique largement utilisé à cette époque-là. Hein. Fin 70, début 80, on n'arrête pas de parler de mémoire collective, ça y est. Et les lieux de mémoire, ça aussi c'est très intéressant. Vous savez que les lieux de mémoire, c'est là aussi un néologisme, mais qu'il faut rapprocher justement, quand je parle d'inventivité du langage, c'est ça, qu'il faut rapprocher tout à fait de devoir de mémoire. Lieu de mémoire, a priori, donc c'est Pierre Nora. Hein. Pierre Nora, j'ai trouvé un entretien dans un journal en 78 qui parle pour la première fois de lieu de mémoire, donc ça veut dire 6 ans avant la publication de son premier tome des lieux de mémoire. Le lieu de mémoire, premier tome, c'est 1984.
En 78, il parle de lieu de mémoire, pour indiquer une nouvelle notion, un nouveau concept entre l'ancien et le moderne, entre quelque chose qui serait entre je crois qu'il utilise le terme de vif, il faut saisir entre le vif et le mort quelque chose qui moi, m'apparaît comme un lieu de mémoire. Bon. Mais c'est une notion que va reprendre Serge Barcellini à son compte pour faire de la politique de mémoire, donc à Verdun par exemple, ou dans certains sites de la Grande Guerre et de la Seconde Guerre mondiale, pour dire ce sont des lieux de mémoire. Et donc on va avoir toute une politique autour de ça et de construction ensuite de sites mémoriels. Alors, donc ça c'est, si vous voulez, ce que j'ai appelé l'archéologie du devoir de mémoire. Donc avant que cette expression-là s'impose comme une formule, ce qui va survenir au début des années 1990, vous avez en quelque sorte une préparation à tout ça, c'est-à-dire un vocabulaire de la mémoire qui s'impose de plus en plus à la société, aux médias, aux scientifiques aussi d'ailleurs, aux politiques, où on sent là quelque chose à la fois dans ce mot de mémoire, de moderne, quelque chose de moderne. On est du côté de la modernité. Quand on utilise dans les années 70 le terme de mémoire, on est du côté de la modernité, paradoxalement quelque part, puisqu'on parle du passé. On est du côté du patrimoine. Donc là, il ne faut pas oublier évidemment toute cette période de ce qu'on appelait la patrimonialisation, et justement avec ce nouveau terme de patrimoine qui va prendre un sens nouveau, avec les écomusées à partir de 72, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui veut conserver, qui ne veut pas oublier des traces du passé, et là avec les écomusées c'est des choses très concrètes, des objets matériels, on est dans la culture matérielle comme on disait dans les années 70, et donc on est dans la sauvegarde. Quand je parlais tout à l'heure de mémoire du village, mémoire du quartier, c'est exactement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a une société qui est de plus en plus tournée vers la sauvegarde du passé, qui se préoccupe de plus en plus de la sauvegarde du passé, de ce qui est en train de peut-être de disparaître. Donc ça veut dire un village, ça veut dire un quartier qui est en train de justement d'être transformé, quartier urbain, de ville, et donc on va appeler ça mémoire du quartier. Donc ce sont des choses assez nouvelles, malgré tout, qui se passent là, avec la notion de patrimoine qui est aussi, et qui a une dimension internationale, patrimoine de l'UNESCO, c'est pareil, on est dans les années 70. Le deuxième axe chronologique, le deuxième jalon chronologique, si vous voulez, par rapport à cette question de devoir de mémoire, c'est 1992-1994. Vous avez donc une expression, devoir de mémoire, que j'ai retrouvée un peu dans les années 70, un petit peu dans les années 80, mais qui reste pas justement la formule qu'on va connaître après, pas la formule incontournable qu'on va connaître après, qui est utilisée pour différents passés. À partir des années 80, ça y est, on va l'utiliser, le devoir de mémoire, pour évoquer différents passés, mais qui reste assez marginal, assez à la marge du discours officiel, par exemple des politiques ou des médias ou des porteurs de mémoire, des entrepreneurs de mémoire. Ça reste assez à la marge du vocabulaire qu'ils peuvent utiliser. Et on va avoir ce que j'ai appelé une cristallisation, donc de l'expression devoir de mémoire en formule. C'est à partir de là qu'on va pouvoir appeler ça une formule, c'est-à-dire en fait un terme qui devient incontournable pour évoquer justement un certain nombre d'objets du passé. Et cette cristallisation, elle va se faire autour d'une controverse, d'un objet de controverse qui est extrêmement précis, qui est la reconnaissance de la participation active du régime de Vichy dans la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est là-dessus que ce terme va se cristalliser. C'est sur cet objet-là que ce terme va se cristalliser. Alors, pour les plus jeunes, donc éléments de connaissance. Pour les plus anciens, petit rappel. On est en 1992. Vous avez ce qu'on appelle à ce moment-là la mémoire de la Shoah. Donc depuis
la sortie du film de Lanzmann 85, mais surtout depuis la diffusion de ce film à la fin du procès Barbie. Ça, j'y insiste, j'ai écrit sur différents articles sur le procès Barbie, et ça, c'est fondamental, hein, ça, c'est-à-dire que vous avez le procès Barbie, donc on est à Lyon, donc j'en profite, entre début mai et début juillet, pendant 2 mois, qui se déroulent, et à la fin de ce procès-là, en attendant la décision de justice, vous avez TF1 qui va diffuser tous les soirs, pendant 4 soirs, Shoah de Lanzmann. On a 5 millions de téléspectateurs. Beaucoup plus que les entrées au cinéma de 1985. C'est un film qui a été diffusé en avril, qui est sorti dans les salles en avril, mais finalement qui n'est pas énormément vu, qui reste dans quelques salles, quelques mois, mais c'est 9h, hein, le documentaire de 9h, donc qui ne va pas avoir un impact considérable à sa sortie en salle en 85. Par contre, on est dans les masses médias en 87, c'est-à-dire 4 à 5 millions de téléspectateurs, ça y est, je veux dire, c'est un film qui va effectivement rentrer dans les foyers, si je puis dire. Bon. On a un objet, effectivement, mémoire de la Shoah, qui devient central. D'ailleurs, c'est l'un des indicateurs, le procès Barbie, et l'un des éléments qui construit cet objet-là, la mémoire de la Shoah, comme de plus en plus centrale pour la Seconde Guerre mondiale, mais même au-delà. Une notion, on va dire, éducative, éminemment éducative, c'est-à-dire qu'on va considérer de plus en plus que l'apprentissage de la mémoire du génocide des Juifs est un élément d'éducation à la citoyenneté. Alors aujourd'hui, ça paraît complètement banal, oui, sauf que dans les années 80, c'est pas du tout là, c'est pas du tout présent. Donc c'est à la fin des années 80, au début des années 90, que cette transformation se fait, où on va considérer effectivement que apprendre ce qui s'est passé pour les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale est une valeur ou constitue une valeur éducative pour les jeunes générations. Et qu'il faut transmettre donc justement cet élément de connaissance, parce qu'effectivement on considère qu'il est, qu'il est efficient, c'est-à-dire qu'il va permettre une éducation à la citoyenneté. Hein, quand je dis on considère, c'est vague, et si je devais détailler, c'est les parents, les enseignants, les médias, les politiques, tous ces acteurs-là qui effectivement pensent, croient, aujourd'hui, peut-être qu'on aura une discussion là-dessus, on en revient un petit peu, hein, il y a un livre qui a été fait par des sociologues il y a quelques mois, là, à quoi servent les politiques de mémoire, ou justement qui questionnent ça, hein, c'est-à-dire, est-ce que ça marche vraiment, cette histoire de politique de mémoire. Bon. Mais à cette époque-là, on est dans cette croyance extrêmement forte et assez partagée, qu'avec la mémoire de la Shoah, on va éduquer effectivement les jeunes générations. Autour, évidemment, du vivre ensemble, de la tolérance, donc des valeurs autour de la citoyenneté, des valeurs des droits de l'homme. Donc ça, c'est nouveau, c'est complètement nouveau, c'est pas une question de renversement, mais disons qu'en tout cas, c'est une mutation assez importante. Pourquoi ? Parce auparavant, on était plutôt dans des valeurs, pas forcément autour des droits de l'homme, mais autour de la nation, autour de l'hommage à la nation, autour de la résistance aussi, évidemment. Hein, donc on en parlera peut-être tout à l'heure, mais là, on est en train de changer. On est effectivement en train de changer d'époque aussi, finalement. Bon, et puis dernier aspect qui va un peu expliquer le succès de la notion de devoir de mémoire, moi j'insiste beaucoup, c'est-à-dire que si on veut revenir sur la définition du philosophe Saint-Augustin, donc ça nous ramène au 5e siècle après Jésus-Christ, je la cite toujours, qui définit la mémoire comme un présent du passé. La mémoire, il l'entend comme un présent du passé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la mémoire, c'est quelque chose qui est dynamique, qui évidemment évolue dans le temps et qui évolue selon les sensibilités du présent. Donc il n'est jamais figé, jamais. Et je dis ça parce qu'effectivement, on va voir une nouvelle façon de regarder une période de la Seconde Guerre mondiale, puis ensuite d'ailleurs celle de la Première Guerre mondiale, centrée autour de la figure des victimes. Donc ça, c'est une évolution extrêmement forte dans les années qu'on peut repérer, moi j'ai pu repérer dans les années 1980, et qui évidemment doit être associée à une préoccupation sociale du contemporain, du monde contemporain,
pour les victimes. C'est-à-dire qu'en fait, on a un regard qui est différent par rapport à cette question des victimes. Ça peut être les accidents de la route. On voit que des associations se créent dans les années 80 autour des accidentés de la route. Et qu'on va demander réparation. Et ça, effectivement, ça fait partie de ces nouvelles sensibilités sociales, collectives, où on va se réunir en termes de victimes. On va s'associer en termes de victimes. Qu'est-ce qui va nous faire identité ou qu'est-ce qui va faire identité? C'est notre identité de victime. Et on va demander réparation. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que ces choses-là, et donc ça nous indique aussi quelque chose sur la mémoire, évidemment, ces choses-là transforment notre regard sur le passé. Et notamment notre regard sur le passé de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que la mémoire de la Shoah va intervenir et va être de plus en plus centrale autour de la figure de la victime, autour de la figure de la victime juive. Et donc, c'est ce qu'on appelle, ou c'est ce que Denis Péchanski, par exemple, un historien, appelle là, un nouveau régime de mémorialité. Ça veut dire quoi, nouveau régime de mémorialité? Ça veut tout simplement dire un changement dans la façon dont on se souvient des choses, mais en termes collectifs, dans une dimension collective, où l'individu prend part, évidemment, mais dans une dimension collective, où c'est pas qu'on ne se souvient plus des mêmes choses, c'est qu'on a une nouvelle façon de se mémoriser les choses, et de se mémoriser le passé. Bon. Et donc on entrerait là, dans les années 80, effectivement, dans un nouveau régime de mémorialité, où, là je résume, il faudrait affiner, il faudrait vraiment nuancer, mais en gros, effectivement, on passe d'une figure centrale du résistant pour la Seconde Guerre mondiale, à une figure centrale autour de la victime juive. Bon. Donc je reviens à cette question de devoir de mémoire, parce qu'effectivement, vous avez dans la société des acteurs, mais relayés par des médias, relayés par des journalistes pour dire là, et donc c'est le livre de Rousseau évidemment en 87, qui est publié en 89, là, il faut reconnaître ce qui s'est passé. Il faut reconnaître la vérité historique autour de la participation de Vichy. Et donc, vous avez différents acteurs. Là aussi, je résume. Évidemment, je suis obligé d'aller très vite. Mais vous avez différents acteurs. Vous avez différentes institutions qui jouent un rôle primordial. Des acteurs comme Serge Klarsfeld, comme Robert Badinter, comme Simone Veil, sont des acteurs déterminants de ces années 1980. Et puis, on va voir Michel Noir à la fin des années 1980, début des années 1990 par rapport à ça. Donc, l'ancien maire de Lyon. Je parle des institutions, donc médias. Donc vous avez des médias, quand je dis des médias, c'est des acteurs. Il ne faut jamais oublier que dans les médias, il y a des acteurs, c'est des individus qui sont là à choisir des lignes éditoriales tous les soirs, qui disent qu'est-ce qu'on fait comme sujet, encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va traiter comme sujet. Eh bien, on a effectivement dans ces années-là des individus, des journalistes, qui considèrent à la télévision, dans un journal comme Le Monde, donc de référence, dit de référence, qu'il faut absolument que l'État français reconnaisse la participation de Vichy dans les crimes antisémites. Donc là, vous avez une pression de plus en plus forte. Et à la tête de l'État français, on a François Mitterrand. Donc c'est là où il y a une controverse, effectivement, qui va culminer en 1992-1993. Donc je vais vous montrer le premier extrait. Lors de la commémoration de la rafle du Veldiv, on est en juillet 1992, donc c'est le 50e anniversaire de la commémoration de la rafle du Veldiv. Vous avez une commémoration qui est organisée par les organisations juives. L'État ne s'est pas investi dans cette commémoration-là. Ce n'est pas encore une commémoration nationale, donc c'est organisé par des associations juives. On a une pétition signée par un certain nombre de personnes, publiée dans Le Monde, qui demande justement on est au mois de juin, là, un mois avant, qui demande que François Mitterrand prenne la parole enfin et reconnaisse ce qui s'est passé. Mitterrand, donc sous la pression de Robert Badinter, qui est son ami, Badinter c'est un ami très proche de Mitterrand, va aller au Veldiv sans prendre la parole. Donc on regarde l'extrait, et donc c'est le soir de la commémoration du Veldiv, et donc c'est la présentation du journaliste de France 2. Alors attendez, parce qu'il faut que je retrouve. Est-ce que ça marche ça? Voilà. Donc
Ouverture du journal télévisé, 20h. Donc ce mois de juillet, est-ce que c'est lire, c'est ça ? Bonsoir. La France face à sa mémoire. Il y a 50 ans, à l'aube du 16 juillet 1942, la police française arrêtait 13 000 juifs à Paris et dans la région parisienne. 13 000 personnes, dont 4 000 enfants que l'on allait parquer au Veldiv, devenu véritablement l'antichambre des camps de la mort. 50 ans plus tard, des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour exiger que l'État reconnaisse sa responsabilité. Interrogé récemment, François Mitterrand estime que la République n'est pas comptable des actes de Vichy, mais il a fait un geste tout à l'heure en assistant à la cérémonie du souvenir. C'est la première fois qu'un président de la République s'associe à cette manifestation. Bruno Roger-Petit. Le dépôt d'une gerbe. Le geste est simple, il se veut historique. Pour la première fois, un président de la République rend hommage aux victimes du Veldiv. Hommage qui se veut en lui-même condamnation des crimes de Vichy. Mais voilà, François Mitterrand est hué par une minorité de l'assistance qui juge le geste insuffisant. Au sifflet des uns répond l'indignation des autres. La dignité de la cérémonie est quelques instants troublée par ces manifestations, colère et émotion de Robert Badinter. Je me serais attendu à tout éprouver, sauf le sentiment que j'ai ressenti il y a un instant et que je vous livre avec toute ma force d'homme. Vous m'avez fait honte. Vous m'avez fait honte en pensant à ce qui s'est passé là. Vous m'avez fait honte. Il y a des moments où il est dit dans la parole, les morts vous écoutent. Croyez-vous qu'ils écoutent cela? Je ne demande rien, aucun applaudissement. Je ne demande que le silence que les morts appellent. Taisez-vous ou quittez à l'instant ce lieu de recueillement. Vous déshonorez la cause que vous croyez servir. Retour à la dignité pour exiger justice et vérité. Car après tout, tous ceux qui s'étaient rassemblés ce soir, connus et inconnus, autour des ultimes survivants de la RAF, tout cela était bien là pour témoigner par-delà les polémiques que si l'histoire est le tribunal du monde, la mémoire, elle, demeure toujours l'avocat des justes causes. Voilà, alors... Donc, je vous mets cet extrait parce qu'effectivement, on est... je vais peut-être pas retrouver mon... Attendez. Mon devoir de mémoire. Voilà. On est à un moment un peu clé, un moment un peu tournant. Vous avez une scène très particulière que vous venez de voir. Vous avez un président du Conseil constitutionnel, qui est le troisième personnage le plus important de l'État, Robert Badinter, qui participe à une manifestation publique. C'est exceptionnel. Exceptionnel dans le sens, c'est extrêmement rare. Un président du Conseil constitutionnel n'a pas à participer à une manifestation publique. C'est absolument pas de son ressort et de sa responsabilité. Donc il décide de le faire. J'en ai pas encore parlé. Il faut quand même dire quelque chose évidemment sur Robert Badinter. En plus, ça concerne Lyon. Robert Badinter, il a échappé de justesse à une arrestation, donc son père a été arrêté, rue Sainte-Catherine à Lyon, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est directement concerné de par cette histoire-là et de par évidemment sa mémoire familiale par la déportation donc, de la communauté juive et donc de l'extermination et donc de ce qu'on appelait ensuite la Shoah. Directement impliqué, c'est aussi ce qui va expliquer le procès Barbie. Badinter joue un rôle fondamental lors de l'instruction de Barbie, à la fois très discret, c'est pas quelqu'un qui est arrivé devant les caméras de télévision, mais déterminant. Déterminant pendant toute l'instruction, il suit le dossier depuis l'extradition février 1983 et même avant, c'est lui qui va pousser Mitterrand à ce que Barbie soit extradé à la différence des autres ministres plutôt résistants, Gaston Defferre, Charles Hernu, donc des autres ministres du gouvernement à ce moment-là de François Mitterrand qui sont contre la venue de Barbie. Qui sont contre la venue de Barbie parce qu'effectivement, ils ont peur qu'à nouveau, on réveille les querelles de résistants, la délation par rapport à Jean Moulin,
et toutes ces choses un peu compliquées, effectivement, qui se sont passées dans les organisations résistantes à ce moment-là. Donc ils sont plutôt contre. Et Badinter est le seul, avec, il y a un conseiller qui est Régis Debray, qui est aussi ami de Serge Klarsfeld, qui pousse à ce que Barbie soit extradé. Donc il joue un rôle fondamental pour pousser Mitterrand à demander l'extradition de Barbie, et il joue un rôle fondamental pendant toute l'instruction jusqu'au procès en 87 avec son ami Pierre Truche. Bon, je ferme cette parenthèse-là. Mais là, on a un homme, effectivement, donc, qui se mêle à une manifestation publique, il est président du Conseil constitutionnel, et puis qui se met en colère. Bon, vous avez vu, c'est quand même, là aussi, extrêmement rare, je veux dire, d'avoir une commémoration officielle avec quelqu'un qui on est dans le registre de l'émotion là pour le coup. Donc quelqu'un qui est dans cette colère là, et qui est dans cette colère justement pas pour défendre Mitterrand, parce que c'est ce qu'on a pu dire après, où certains hommes politiques ont dit il fait ça parce qu'il défend Mitterrand, il veut le protéger. Bon, pas du tout, c'est un contresens total. Il rentre en colère parce que pour lui, effectivement, quand il dit les morts vous écoutent, c'est une pensée profonde, ce qu'il a, c'est une intime croyance presque, c'est-à-dire que quand moi je l'ai rencontré en entretien et qu'on a parlé de ce moment-là, il m'a dit mais c'est une phrase que me répétait ma grand-mère, les morts nous écoutent. Bon, donc je n'ai pas supporté les sifflets pendant cette cérémonie-là, puisque Mitterrand a été sifflé. Donc c'était pas par rapport à Mitterrand, c'était plutôt dans cette cérémonie-là d'hommage aux morts, je n'ai pas supporté que justement certains sifflent. Et donc on a effectivement donc une controverse qui ne va pas s'arrêter là, et c'est là où va entrer le devoir de mémoire. C'est-à-dire que vous allez avoir après cet événement-là, un député socialiste, Jean Le Garec, qui va déposer une proposition de loi au nom du devoir de mémoire. Donc on va avoir le terme être utilisé devant les caméras, dans sa proposition de loi même, disant au nom du devoir de mémoire, il faut reconnaître les actes antisémites de Vichy et il faut que cette journée de la rafle du Veldiv soit une journée de commémoration nationale. Donc il fait une proposition de loi, il a réussi à rassembler une centaine de signatures de ses amis socialistes, et Mitterrand va couper court à ça. Il fait un décret en 1993, quelques mois plus tard, donc, pour justement instaurer une journée nationale de commémoration liée à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et donc ceci justement pour le Veldiv et donc en l'honneur des victimes du Veldiv. Vous avez de l'autre côté, donc devoir de mémoire par rapport à ça, donc c'est un terme qui est en train de prendre. Et puis vous avez donc cette polémique autour de Mitterrand. Il ne faut pas oublier aussi tout le discours négationniste qui a lieu à cette époque-là, relayé par le Front National. Donc ça joue un rôle. Et moi j'ai retrouvé en fait du coup l'un des premiers locuteurs identifiables, j'ai cité Jean Le Garec, comme acteur politique, c'est Michel Noir. Michel Noir utilise ce terme-là à un moment où très peu de politiques utilisent le terme de devoir de mémoire. Donc on va le retrouver à plusieurs reprises, en 91, 92, devant la presse, les caméras, ou des émissions télé, pour signifier qu'il faut se rappeler de ce qui s'est passé, de la Seconde Guerre mondiale, et même par rapport au CHRD. C'est-à-dire qu'il va utiliser le terme quand il va, je crois que c'était avec Elie Wiesel, il y a une journée comme ça devant la presse où l'inauguration avec Elie Wiesel, c'est ça, et donc quand il est interviewé par la caméra de France 3 Région Rhône-Alpes, il va parler de devoir de mémoire. C'est pour moi un devoir de mémoire. C'est-à-dire que cette création de ce centre est pour moi du ressort du devoir de mémoire. Donc je vous dis, c'est vraiment à ce moment-là l'un des rares politiques qui utilise le terme. Donc il est l'un des premiers locuteurs que j'ai pu identifier de ce terme-là, qui est en train de prendre en fait. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que là on est dans la médiatisation, c'est-à-dire que vous avez des acteurs politiques qui sont de premier plan, qui ont un rôle assez important au niveau national. Michel Noir, à cette époque-là, c'est quelqu'un qui a été ministre sous Chirac, le gouvernement Chirac 86-88.
et qui est à cette époque-là l'un des possibles présidentiables dans les années à venir, des années plus tard. Je veux dire, mais c'est l'un, voilà, de cette jeune génération du RPR, du parti du RPR à l'époque. Là, on a une médiatisation du terme, c'est-à-dire que vous avez des acteurs politiques qui utilisent le terme, qui vont être donc portés par les médias, en citant les personnes. Ça, c'est 92. Un an après, en 93, ce sont les journalistes eux-mêmes qui utilisent le terme. Donc c'est ça la construction de la formule. C'est-à-dire que vous avez une première étape ou un premier étage de la fusée qui est les acteurs politiques qui, dans le cadre de controverses importantes, Mitterrand, participation de Vichy ou du côté de Michel Noir, lutte contre le Front National, contre le négationnisme, avec évidemment la question et l'affaire des discours négationnistes, Jean Notin, donc Université de Lyon. Donc voilà, des éléments de controverse assez importants. Et puis ensuite, donc, ils vont être médiatisés, puis les médias eux-mêmes, les journalistes eux-mêmes reprenant le terme de devoir de mémoire. 1993, c'est un journaliste qui est devenu ensuite député européen, Jean-Marie Cavada, qui était présentateur-producteur de La Marche du siècle, qui était une émission grand public, justement, d'éducation sur des faits de société, mais qui se voulait vraiment une émission grand public et qui était regardée par beaucoup de personnes à cette époque-là. Jean-Marie Cavada fait une émission qu'il va intituler « Devoir de mémoire ». En 1993. Et ça participe, si vous voulez, de la construction de ce terme de devoir de mémoire en formule, parce que ça va être repris ensuite par les journalistes, par les journaux, par la presse. On suit très très bien. C'est-à-dire que moi, dans mon étude, il n'y a pas de circulation jusqu'en 92. Je ne vois aucune circulation du terme jusqu'en 92. C'est-à-dire que c'est, tiens, une fois quelqu'un là, une année, et puis après 2 fois là, mais des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, dans un livre ou dans un discours. Et puis là, on voit très bien la circulation du terme. Donc Cavada, repris ensuite par Le Monde pour parler de la même chose, du même sujet, un mois plus tard, ou Jean Le Garrec qui s'exprime au nom du devoir de mémoire, etc. Ensuite repris, Michel Noir, c'est pareil. Enfin, voilà, donc on a une circulation du terme qui va s'imposer, effectivement, chez les acteurs politiques et dans les débats et dans les médias. La consécration du terme, c'est Chirac qui va porter cette consécration-là, c'est-à-dire qu'effectivement, Jacques Chirac, devenu président de la République, va énormément utiliser le terme de devoir de mémoire dans ses 2 mandats, entre 1995 et 2007. Donc énormément. Donc on a vraiment le locuteur présidentiel du devoir de mémoire, c'est Chirac. Donc dernière extrait que je voulais vous montrer, où on a 3 ans après la polémique Mitterrand et les sifflets, Mitterrand qui est sifflé, 3 ans après, Jacques Chirac, qui vient d'être élu président de la République, décide très rapidement de venir au Veldiv. C'est la 2e fois qu'il vient. Il est venu en 86 faire un discours en tant que maire de Paris et Premier ministre, déjà à cette époque-là, et puis il revient. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour la première fois, un président français, en l'occurrence Jacques Chirac, a admis la responsabilité de l'État français dans la déportation et l'extermination de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. C'était ce matin à l'occasion des cérémonies commémorant la rafle du Veldiv le 16 juillet 1942. Nathalie Saint-Cric. Reconnaître les fautes du passé, ne rien occulter des heures sombres de notre histoire, c'est défendre une idée de l'homme, de sa liberté et de sa dignité. C'est en ces termes que pour la première fois, un président de la République reconnaissait aujourd'hui la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs sous Vichy. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Se souvenir d'hier, mais également réagir aujourd'hui, je cite, à toute forme d'idéologie raciste et antisémite. Message à peine voilé à l'usage de l'extrême droite, mise en garde en direction du parti de Jean-Marie Le Pen. De la préfecture de police. Cet esprit de vigilance qui vous anime, qui nous anime, doit se manifester avec la plus grande force. En la matière,
rien n'est insignifiant, rien n'est banal, rien n'est dissociable. Les crimes racistes, la défense de thèses révisionnistes, les provocations en tout genre, de petites phrases en soi-disant bons mots, puisent en réalité aux mêmes sources. Et s'il y eut, je cite, une France qui n'est jamais allée à Vichy, a résisté et s'est battue en reconnaissant aujourd'hui la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs, Jacques Chirac a tourné la page de plus de 50 années d'ambiguïté. Alors, pour finir, parce que l'heure tourne, 95, juillet 95, et pour finir, parce qu'on va passer peut-être aux questions et au débat, c'est, si vous voulez, bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est ce que j'ai appelé la grammaire du devoir de mémoire, c'est-à-dire qu'effectivement, avec Jacques Chirac 95, ce discours-là, on entre dans une nouvelle politique de mémoire autour de la reconnaissance des victimes du passé, et pas simplement pour la Seconde Guerre mondiale, la reconnaissance des victimes du passé et un devoir de réparation. On a ces deux aspects, c'est-à-dire que c'est vraiment, ce sont les deux piliers des politiques de mémoire, reconnaissance des victimes du passé et réparation, avec évidemment le fait que le devoir de mémoire, cette expression-là et cette formule-là, a accompagné la question de la vérité, enfin, a accompagné l'exigence de vérité historique, c'est-à-dire le rôle, en fait, d'un État qui a pu commettre un certain nombre de crimes. Donc c'est ça le tournant, c'est ça comment dire, la mutation profonde de cette question du devoir de mémoire. C'est-à-dire que auparavant, ce qui se passait, c'est effectivement des États, et pas simplement pour la France. Là, pour le coup, il faut faire attention, il ne faut pas faire de contresens. Ce n'est pas la spécificité de la France qui serait de « ah oui, la France cache ses crimes, machin ». Non, c'est vrai pour tous les États-nations. Donc les États-nations se construisent sur des discours plutôt glorifiant le passé et leur passé. Donc c'est le 19e siècle, la construction des États-nations, différents travaux d'historiens qui ont montré ça. Et depuis la fin donc, du 20e siècle, en France mais aussi ailleurs, on a effectivement un autre discours qui est un discours de responsabilité, de reconnaissance des crimes commis par l'État et donc un devoir de réparation envers les groupes victimes de violences liées à cet État-là. Donc je reste là, mais évidemment, et même si on est au CHRD, il faut évidemment penser que le devoir de mémoire s'est ensuite décliné, n'est pas resté sur la question de la Seconde Guerre mondiale, mais s'est ensuite décliné à d'autres faits du passé. C'est-à-dire qu'on a mobiliser ce terme de devoir de mémoire ensuite pour la reconnaissance d'autres faits du passé, la guerre d'Algérie, le génocide des Arméniens, l'esclavage, en gros. Donc, et même pour la Première Guerre mondiale, on a beaucoup parlé aussi de devoir de mémoire. Voilà, donc on n'est pas resté effectivement avec ce devoir de mémoire, et c'est aussi pour ça qu'il s'est imposé dans le discours social. On n'est pas resté cantonné à la Seconde Guerre mondiale, mais différents objets du passé ont été revus, retraduits justement en termes de devoir de mémoire et donc en termes de reconnaissance des fautes du passé commises par l'État et donc dans une exigence de réparation envers les victimes ou leurs descendants. C'est la fameuse question des descendants de victimes. Voilà, et donc ouvrant aussi, et j'arrêterai là, à une concurrence qu'on appelle la concurrence des mémoires. Ouvrant aussi à une concurrence des mémoires, parce qu'à partir du moment où un État se lance dans une politique de reconnaissance et de réparation, et des réparations qui ne sont pas forcément symboliques, mais qui peuvent aller aussi jusqu'à des réparations matérielles et financières, c'est ce qui s'est passé, vous avez... oui, des groupes porteurs de mémoire qui sont dans ce qu'appelle Ricoeur un désir d'équivalence. C'est-à-dire, en gros, moi aussi, je veux ma part de reconnaissance et de réparation. Donc oui, quelque part, on a là ouvert quelque chose, évidemment, qui reste à discuter, qui est un objet de débat maintenant, mais qu'on appelle concurrence mémoriale ou concurrence victimaire. Voilà, je vous remercie de votre attention.
question de certains enseignants. Oui. Vous êtes passé assez vite finalement sur le monde scolaire. Comment tout ça arrive-t-il dans les programmes scolaires? Comment tout ça est arrivé après, oui. Alors, l'école et les programmes d'histoire. Alors l'école a été complètement et directement associée, concernée, mobilisée sur la question du devoir de mémoire. Les enseignants ont adhéré très fortement à cette notion de devoir de mémoire jusqu'à un certain point, surtout dans les années 90. Et puis après, ça a été un peu plus compliqué. Je ne sais pas si on aura le temps, parce qu'il y a eu des injonctions faites par le pouvoir au nom du devoir de mémoire qui ont conduit à une certaine saturation, il faut le dire, de la part des enseignants. Mais dans les années 90, on a vraiment une forte adhésion sur cette question effectivement de devoir de mémoire, avec des pratiques. Donc, dans les programmes, évidemment, ça s'inscrit dans les programmes sur la Seconde Guerre mondiale, sur le génocide des Juifs, mais aussi sur l'esclavage dans les années 2000, et aussi sur la guerre d'Algérie. Mais j'insisterai aussi sur des pratiques pédagogiques spécifiques, c'est-à-dire qu'effectivement, cette question de devoir de mémoire, ou cette notion de devoir de mémoire, ou cette croyance, ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi une croyance en des vertus éducatives du devoir de mémoire, c'est accompagné de pratiques pédagogiques. C'est pas trop, là, vous les connaissez, c'est pas très compliqué. C'est venue des témoins dans les classes, visites scolaires sur des lieux historiques ou des sites mémoriels. Donc, ce sont des pratiques qui ont été extrêmement mobilisées par les enseignants, et encore aujourd'hui. On peut y revenir aussi sur cette question-là, et il y a des travaux dès les années 2000 qui sont faits. Donc j'ai participé moi à une enquête sur l'enseignement de l'esclavage à l'école, mais à l'INRP, justement à Lyon. C'était à Lyon à cette époque-là, avec Benoît Fallès qui dirigeait donc ces enquêtes-là, qui avait travaillé sur la décolonisation, sur la façon dont on enseignait la Shoah dans les classes, ensuite sur l'immigration, ensuite ce qu'on appelle les sujets controversés de l'histoire. Donc moi j'avais participé à l'enquête sur l'esclavage. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que à la fois ce sont des méthodes ou des pratiques qui peuvent être effectivement efficaces, efficientes, ce qu'on appelle des leviers pédagogiques pour les enseignants, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des rencontres avec la venue des témoins. On sait que certains élèves sont touchés, il y a énormément de témoignages justement d'élèves qui ont été bouleversés, touchés par des témoins. On sait aussi que oui, être sur les sites permet, le terme c'est d'incarner l'histoire, de la rendre concrète, c'est pas abstrait, et dans le discours des élèves quand on les interroge c'est ça qui revient, c'est ah bah oui c'est plus concret qu'un cours, qu'un manuel, que le prof, que machin, etc. J'ai l'impression d'être face à une certaine réalité, même si c'est du passé évidemment, mais à quelque chose de plus concret. Bon, et en même temps, il faut pas magnifier ça ou idéaliser ces pratiques-là. Je pense qu'il y a aussi, on s'est aperçu aussi qu'il y avait un certain nombre de limites. C'est-à-dire que quand on a pu observer certaines visites d'exposition du centenaire de la guerre, par exemple, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus avec un livre qui est sorti il y a quelques mois, que j'ai pu lire. Donc les visites des expositions, donc les visites scolaires des expositions liées au centenaire de la guerre, dans la guerre 14-18. Ce qui peut ressortir de ça dans la tête des élèves, c'est pas tant des connaissances historiques que un certain conformisme justement lié au devoir de mémoire. C'est-à-dire que ce dont on se rend compte, c'est que ce qui a été intégré depuis 30 ans avec cette histoire de devoir de mémoire, c'est justement le discours autour de « Ah oui, c'est important de se souvenir ». Ça, il n'y a pas de problème. Il est très peu critiqué. Je veux dire, il y a très peu d'élèves qui, ou alors, évidemment, peut-être en leur fort intérieur, c'est « je m'en fous, qu'est-ce que ça veut dire, machin, etc. » Mais en tout cas, quand on leur pose la question, je ne parle pas des profs, mais des enquêteurs sociaux, sociologues, etc. Ah oui, c'est important de se souvenir. Ouais, la Première Guerre mondiale, c'est très important. Ouais. Bon, mais... Oui, mais pourquoi? Oui, parce que par devoir de mémoire, alors là, on revoit, effectivement, le terme, il est réutilisé, mobilisé, etc., ou les leçons d'histoire, ou des choses comme ça. Donc, une approche morale,
qui peut être lié à l'idée d'être en conformité avec la norme sociale, parce que, oui, les musées mémoriaux, oui, l'importance des lois commémoratives, oui, l'importance des commémorations. Je veux dire, c'est un univers, il faut quand même bien comprendre ça. Je veux dire, depuis 30 ans, tout ça s'est énormément développé. Donc on est envahi de mémoire. Envahi de mémoire, c'est très clair, dans des dispositifs qui sont, oui, c'est pas rien. Donc, il faut effectivement faire attention, parce qu'on se rend compte que des fois, il n'y a pas grand-chose au-delà justement du discours conforme à la norme sociale qui est c'est important de se souvenir. Et quand je dis pas grand-chose, c'est qu'il ne faut pas se leurrer en tant qu'enseignant sur parfois le peu de connaissances qui ressortent de ces visites scolaires. Voilà. Donc non mais c'est pas déprimant, non, je veux pas déprimer l'Assemblée, mais il faut pas idéaliser ce genre de lieu. Je dis pas qu'il faut s'arrêter, il faut pas s'arrêter, je pense que c'est important. Mais alors, pour une chose très claire, on s'était aperçu que la venue du témoin, au départ, il y a eu beaucoup d'efforts et de progrès là-dessus. La venue des témoins n'était pas forcément préparée par les enseignants. C'est-à-dire qu'on avait, et là on était dans la croyance, on avait l'impression, et moi j'étais enseignant, donc je le dis sans aucun problème, on avait l'impression qu'effectivement le discours du témoin suffisait. Et il se suffisait à lui-même. C'est-à-dire que le témoin disait l'histoire. Et que finalement, le boulot du prof d'histoire, c'était d'amener le témoin, et puis voilà. Et le témoin faisait son témoignage devant la classe, et puis c'était terminé. Donc effectivement, là, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que j'ai pas, moi, de discours contre le témoignage comme certains historiens ou contre les témoins, etc. Je suis pas du tout là-dedans. Mais en même temps, d'un point de vue scolaire, évidemment qu'il faut l'appréhender comme une source parmi d'autres, qu'il faut recontextualiser, qu'il faut croiser, alors pas forcément devant le témoin, évidemment, c'est pas pour dire, attendez, vous avez dit si, ça va, il y a eu un fameux débat avec Léo Braque là-dessus, à Libération, à la fin des années 90. Donc pas évidemment pour dire, attendez, vous dites ça, mais c'est pas exactement ce qu'on trouve dans les sources et les historiens. Non, évidemment pas devant eux, mais je veux dire, vraiment avec les élèves, l'appréhender comme une source, même s'il y a une dimension humaine, de transmission. Moi, j'ai assisté il y a 3 mois à Sarcelles. Je suis venu donc justement pour présenter la question du devoir de mémoire. On a devant 3 classes de collège, 3e, et donc avec une rescapée du camp d'Auschwitz qui était là, qui a dit pas beaucoup de choses parce qu'elle était très affaiblie, et qui a pu dire des choses oui, effectivement, qui étaient très frappantes, marquantes, et à la fin, tous les élèves se sont levés, donc c'était dans une salle un peu comme ça, tous les élèves se sont levés, se sont dirigés vers elle pour l'embrasser, pour la consoler. Donc on était dans ce rapport un peu de consolation, d'émotion, ça c'est très clair, il y a eu une émotion, je pense que les élèves s'en souviendront, mais dans une dimension humaine, avec un message éducatif. Attention, moi je critique, je trouve que c'est important. Effectivement, on sait très bien que les témoins de la Seconde Guerre mondiale sont venus dans les années 90, au nom du devoir de mémoire, encore une fois, avec un message justement d'éducation, contre le négationnisme, contre les extrêmes, contre la barbarie, etc., etc. Et je veux dire, c'est un des jalons, ou c'est un des biais, ou c'est un des chemins de l'éducation à la citoyenneté, bien sûr. Mais, encore une fois, je pense que c'est important de faire ça comme source, de travailler ça comme source et de croiser ensuite ça avec d'autres documents. Ça doit faire partie d'un travail, si je veux reprendre la notion de travail de mémoire. Ça doit faire partie d'un travail, c'est pas magique, ça ne doit pas être une parole magique. Voilà. Je pense à une visite que nous avions faite, les amis du CHRD, à Limoges. Nous avions vu une jeune déportée et elle nous racontait qu'elle avait 15-16 ans, que les autres déportés, elle devait être à Ravensbrück, je crois, lui donnaient de leur part en lui disant « Toi, tu es jeune, tu as plus de chances de survivre que nous et on te demande, à la fin,
de témoigner. Donc c'était déjà dans l'esprit. Je pense aussi aux responsables du ghetto, je suis d'origine polonaise, mais né en France, non juif, aux responsables du ghetto de Varsovie. Ils ont tout de suite pensé à noter des choses pour pouvoir transmettre la mémoire de ce qui s'était passé. Et je termine simplement, j'aime beaucoup les BD, et je trouve que depuis 1 ou 2 ans, il y a de plus en plus de BD sur la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les résistants, les enfants cachés. Ça se propage aussi beaucoup par la BD. Et très bien faite aussi. Merci. Alors effectivement, il y a eu des livres très importants sur l'archivage, sur les traces, sur les recueils de documentation pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a vraiment 3-4 livres maintenant qui ont été écrits depuis 5-6 ans. Qui mettent ça en avant, ce que vous dites, exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que dès la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas... Pendant les événements eux-mêmes, vous avez donc effectivement différentes personnes. C'est des actions individuelles au départ, puis ensuite rejoints par d'autres, mais c'est au départ des individus qui disent il faut absolument rassembler de la documentation déjà dans l'idée de témoigner après. Donc garder des traces pour l'avenir et pour les générations à venir. Et donc ça, effectivement, c'est très important. Et puis donc l'aspect bande dessinée, c'est beaucoup plus que 2-3 ans. Je veux dire, ça fait maintenant plusieurs années que la bande dessinée est devenue un média mémoriel majeur, quoi, en fait. Donc, que ça s'était accéléré. Oui, enfin, bon, on peut parler. Ouais, je sais. En tout cas. Je pense pas que ce soit accéléré depuis 2 ans. Je pense que c'est vraiment une lame de fond et que c'est intégré d'ailleurs maintenant dans les manuels scolaires d'histoire où on peut avoir quelques pages de bande dessinée, d'extraits de bande dessinée dans les manuels scolaires. Donc ça, effectivement, c'est pareil, ça demande aussi une méthodologie, je veux dire, par rapport à l'enseignement, si on revient sur la question de la scolarité et de l'école. C'est bien d'aborder ça par des images, parce qu'on sait que, on sait que le visuel marche beaucoup mieux que le reste, et que l'aspect visuel est déterminant dans la transmission de quelque chose maintenant, qu'on est environné de visuel. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts sur les bandes dessinées, moi je suis tout à fait d'accord, et d'ailleurs pas que sur la Seconde Guerre mondiale, mais aussi, avec énormément de documentation. Oui, quand on considère la notion de devoir de mémoire, on s'aperçoit qu'elle est inexistante chez les 3 premiers présidents de la République. De Gaulle, de la 5e. De la 5e République. De Gaulle considérait évidemment que la France était à Londres et pas à Vichy. On se rappelle de la polémique avec Pompidou qui a gracié Paul Touvier. Il parlait d'une époque où les Français ne s'aimaient pas. Le voile de l'oubli. Est-ce que vous pensez que c'était délibéré de leur part, ou alors trop tôt pour en parler, ou alors qu'il y avait d'autres choses plus importantes, ou est-ce que c'était vraiment délibéré de leur part? Mais c'est-à-dire que... Il n'y avait que 10% de résistants. Délibéré. Il n'y avait que 10% de résistants. La Seconde Guerre mondiale. Mon frère est professeur d'histoire. On va laisser l'intervenant raconter. C'est le domaine de la mémoire. Et je suis désolée, je suis un peu bouleversée parce que ma famille aussi est juive. Alors, on fait la traduction. Et aujourd'hui, on accuse en fait les Juifs à Jérusalem, alors qu'ils sont en France. Enfin, ils sont en dehors, parce que mon frère a fait le nécessaire en fait pour devenir un passeur et les faire passer du côté des pays en paix. Et non du côté des pays en guerre. Mais il y a un truc, moi, qui m'explose le cœur. C'est, j'ai jamais compris comment l'ONU, au moment de la paix, en 1945, avait fait pour demander aux Juifs d'aller dans un pays où ils savaient en fait qu'ils avaient 9 chances sur 10, de nouveau en fait avant la guerre. Je crois que la réponse elle est là. Alors ils n'ont pas fait en fait un travail de mémoire simplement pour vous protéger, vous les Français. Bravo à eux. Alors, je vais répondre à votre question. Je pense qu'on est dans une autre époque à ce moment-là,
Donc moi j'ai plutôt envie de comprendre et j'ai pas envie de juger forcément le passé, donc j'essaie de le comprendre. Et ce que je comprends de cette période, c'est la période, alors à la fois De Gaulle évidemment lié à la Seconde Guerre mondiale, bon on imagine bien que lui il est porté sur une politique centrée sur la résistance. Bon ça on peut très facilement le comprendre vu le rôle qu'il a eu pendant cette période et dans le cadre de la résistance. Donc à partir de 58 quand il revient au pouvoir, oui il va développer justement, il va centrer sa politique de mémoire autour de la politique de la résistance avec Jean Moulin, avec tout ce qu'on sait. Mais c'est vraiment Pompidou, Giscard, Mitterrand, c'est vraiment l'idée qu'on va de l'avant, il faut aller de l'avant, il faut construire, donc c'est la modernisation de la France, c'est la question de la modernisation de la France, avec De Gaulle c'est ça, avec Pompidou c'est ça, Giscard encore plus loin, puisque Giscard lui il considère qu'il faut se réconcilier avec les Allemands, que maintenant ça suffit, on en a marre de la Seconde Guerre mondiale et donc vous savez qu'il supprime le 8 mai comme jour férié que Mitterrand va rétablir, donc considérant qu'il faut moderniser là aussi la France et qu'on ne va pas regarder le passé à chaque fois et donc il faut avancer. Avec la question de Mitterrand, évidemment, elle est plus complexe. Hein. La question de Mitterrand, elle est plus complexe parce qu'il a un passé vichysois, même si ensuite il rentre dans la résistance. Donc il a un passé vichysois. Il a une amitié avec Bousquet, donc jusque dans les années 80, et donc là aussi, en 92-93, ça apparaît. Donc ça fait partie aussi de la polémique. J'ai pas eu le temps d'en parler là, mais donc cette amitié avec René Bousquet qui quand même qui lui a coûté politiquement, parce que même parmi ses amis, certains ne lui ont jamais pardonné. Bon. Et en même temps, avec cette question-là qui est assez intéressante, effectivement, qui est qu'est-ce que la France ? Est-ce que c'est le régime de Vichy ? Est-ce que c'est la résistance ? Justement, à partir de où est-ce qu'on s'arrête pour définir la France à cette époque-là ? Et donc, avec une réponse extrêmement claire de ces acteurs-là, je pense qu'il y a un aspect générationnel. Il y a un aspect générationnel, je veux dire, c'est pas un hasard si c'est Chirac qui rompt quelque chose. Avec ces acteurs-là qui ont connu la Seconde Guerre mondiale et qui étaient effectivement dans l'idée que Vichy n'était pas la France et que la France était ailleurs. Donc Chirac, le discours qu'on a entendu tout à l'heure en extrait, fait la synthèse des deux, puisqu'il dit à la fois la France comme l'irréparable, donc c'est la France de Vichy, et en même temps, il précise bien dans ce discours de 95, la France c'est aussi ailleurs, elle est en Afrique, elle est à Londres. Donc lui, il fait la synthèse des deux, et on reste jusqu'à aujourd'hui sur l'acquis chiracien. Je veux dire que Macron, qui vient au Veldiv en juillet dernier, est allé dans cette voie-là, hein, donc pour justement rappeler la responsabilité de la France, mais en même temps justement en signalant qu'il y avait une autre France ailleurs. Bon. Mais cette question-là, effectivement, elle a pu se poser peut-être avec une autre génération. Donc je dirais pas que c'est délibéré de leur part, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes dans une conception de l'histoire, qu'ils ont eux-mêmes vécu en tant que contemporains de la Seconde Guerre mondiale, et considérant que le régime de Vichy, oui, effectivement, ne peut pas être associé à la République française, à ce qu'a été la République. Et je finirai par Badinter, puisque Badinter, lui, il est contre le discours de Chirac. C'est-à-dire que Chirac a été allé très loin, c'est-à-dire qu'il n'a pas simplement dit « le régime de Vichy a commis l'irréparable », il a dit « la France a commis l'irréparable ». Et pour quelqu'un comme Badinter, par exemple, il ne le dit pas haut et fort parce que c'est un peu compliqué à dire, mais il considère que Chirac a fait une faute en parlant de la France, parce que pour Badinter, effectivement, le régime de Vichy est contre la République. C'est un régime qui a tué la République et que donc politiquement, on ne va pas considérer que la France est responsable alors que ce sont pour lui, en tout cas pour des gens comme Badinter, des ennemis de la République française. Voilà, donc on est dans ces débats-là, mais je pense qu'il y a une question de génération. Pour revenir à madame, là,
Est-ce que vous avez vu une émission qui passe sur la chaîne parlementaire? Vous avez une question, M. Cosra? Vous avez une question pour l'intervenant? Simplement savoir, est-ce que vous vous souvenez, quand il y a eu le film Indigène qui est sorti, le président Chirac était là. Et lui a fait un effort, on n'en a peut-être pas assez parlé, mais il a doublé la retraite qu'avaient les anciens combattants maghrébins. Tout à fait. C'est peut-être bête, mais je trouve que c'est déjà quelque chose. C'était un geste, oui, tout à fait, c'était un geste. Il y a beaucoup, enfin, surtout les Maghrébins, excusez-moi du terme, mais eux, ils en ont pris vraiment plein la gueule. Il n'y avait pas de permission ni rien, et pendant 18 mois, ils n'ont vu personne. Au Mont Casino, ils se sont fait massacrer. Jusqu'au fin fond de l'Allemagne, ils se sont fait massacrer. Et il faudrait s'en souvenir. Tout à fait. Et donc, oui, pour revenir à madame, il y a une émission. C'est une émission qui est passée sur la chaîne sur les parents juifs, les parents avec des noms allemands, comme Göring. Bonjour. Bonjour. C'était du coup pour savoir si... Voilà. Est-ce que finalement le caractère d'anéantissement de la Seconde Guerre mondiale a pu influencer cette idée de sauvegarde qui a émergé dans le mot de mémoire, surtout au niveau des années 70 ? Alors, le caractère d'anéantissement. Donc ça, il me semble que c'est le terme utilisé pour vous, c'est exactement ce terme-là, je crois, qui est utilisé dans les programmes. Oui, mais... Donc, est-ce que le caractère d'anéantissement de la Seconde Guerre mondiale a pu influencer, en fait, par construction, par opposition, cette idée de sauvegarde qui a pu émerger dans le mot... Non, toujours pas. Parce que, c'est ça un peu, cette idée. Vous pouvez... alors je pense, est-ce que l'aspect d'anéantissement de la guerre... Ça, c'est l'historiographie, c'est la transposition didactique d'une historiographie qui parle effectivement de violence de masse et donc de guerre d'anéantissement dans les années 90, fin 90, et donc ça se retraduit dans les programmes. Et est-ce que cet aspect-là a entraîné une reconstruction par le devoir de mémoire ? Je pense. Est-ce que c'est ça ? Une reconstruction, c'est-à-dire Une reconstruction. Reconstruction de quoi ? C'est ça, parce qu'en fait, finalement, cette idée d'anéantissement, c'est pas une idée, c'est une catégorie historique. D'accord. C'est pas une simple idée. On va y arriver, collectivement, on va y aller. La question implique, est-ce que la reconstruction de la France passe aussi par cette sauvegarde de la mémoire, cette construction de la mémoire en fait ? Est-ce que la reconstruction qui débute en 1945 va impliquer, même plus tard, parce qu'on a le mythe résistentialisme entre-temps, est-ce que ça va impliquer, pour conclure cette reconstruction, cette sauvegarde de la mémoire ? Là, je vais essayer de répondre. Je vais essayer de répondre, mais là, on a une reconstruction, une œuvre de reconstruction ou un travail de reconstruction nationale après la période de Vichy, qui est aussi une guerre civile. Donc il faut reconstruire à travers l'unité, à travers la question de l'unité. Donc ça, c'est une préoccupation, je dirais, fondamentale du pouvoir des hommes politiques en place, donc autour de Gaulle, autour des communistes, etc. Et donc on va effectivement construire une unité nationale autour de la résistance, de ceux qui ont résisté, même s'ils étaient minoritaires. Donc ça, c'est un premier point. Après, la question du devoir de mémoire, elle apparaît dans les années 90. C'est effectivement pour remettre en cause cette unité-là, c'est sûr. Et donc, c'est le travail des politiques de reconstruire, de rétablir une unité nationale autour de l'hommage aux victimes. Autour de l'hommage aux victimes des persécutions antisémites. Donc, et là, vous me parlez du sauvetage aussi, des actes de sauvetage ? Il y avait ça aussi dans votre question, des actes de sauvetage ou pas du tout ? Oui, mais de quelle mémoire ? Parce que... Je ne défends rien, moi. Pardon, merci. Donc c'est que cette utilisation du mot de mémoire, finalement, menait à être du côté de la sauvegarde du passé, notamment avec l'idée de lieu de mémoire, en fait, vraiment de sauvegarder un passé.
Et est-ce que ce besoin de sauvegarder un passé rejoignait était là justement parce qu'il y avait eu un anéantissement et que du coup on avait eu ce besoin de... D'accord, ok, ça y est, j'ai compris. Voilà, c'est bon, ouais. Yes. Ça y est. Merci. Non, d'accord. Ah, oui, d'accord. Non, tu faisais référence effectivement à une partie de ma présentation dans les années 70. Alors, c'est effectivement très intéressant. C'est-à-dire qu'au départ, non. Au départ, la question de la sauvegarde de la mémoire, elle est liée à la mutation des sociétés, on va dire occidentales, mais enfin là on va rester sur le cas français pour simplifier, une mutation extrêmement rapide dans les années 60 de la société française. Mandras a appelé ça la seconde révolution française, où on voit, alors, en termes social, en termes économiques, en termes culturels, quand on regarde, donc toujours la même idée de l'effondrement du nombre de baptêmes, du nombre de mariages religieux en quelques années. Donc ce sont des mutations socioculturelles extrêmement profondes. La fin du monde paysan, et tout ça, donc la recomposition du monde industriel, et tous ces éléments-là, effectivement, vont tourner la société vers un désir d'enracinement et de sauvegarde. Donc c'est pas du tout lié à la Seconde Guerre mondiale. On n'est pas du tout dans la question de sauvegarder la Seconde Guerre mondiale. On est plutôt dans la question de... y a un patrimoine qui est en train de disparaître là, et il faut le sauver. Et ça, c'est cette génération qu'on appelle la génération charnière des personnes, des individus qui sont nés entre 1930 et 1950 et qui arrivent dans les années 70, et 70 début 80, avec cette préoccupation qui touche donc des individus qui vont effectivement faire du patrimoine. Il y a l'année du patrimoine qui est mise en place en 78-79, on est sous Giscard, qui tout de suite, immédiatement, a un succès considérable. Et donc on est vraiment avec ce qu'on parlait, on parlait de sensibilité, la rencontre vraiment d'une politique et d'une sensibilité là. C'est-à-dire la question du patrimoine touche les individus. Et ça ne se dément pas jusqu'à aujourd'hui. Les journées du patrimoine, à chaque fois, c'est un énorme succès. Et donc ça apparaît là. C'est cette orientation vers un passé qui est peut-être en train de disparaître, ça apparaît là. Et puis il faut rajouter à ça, c'est pas ta question, mais j'apporte quand même cet élément de réponse. Il faut absolument rajouter à ça, dans les années 70, un phénomène de crise, ou une conscience de crise. Et cette conscience de crise liée au chômage, liée au déclin d'un certain nombre d'idéologies comme le communisme, donc on est à la fin des années 70, le communisme porte en lui une eschatologie, c'est-à-dire une perspective d'avenir. Et ça joue, donc ça c'est le travail de François Hartog notamment, un historien qui travaille beaucoup là-dessus et qui travaille sur la notion de présentisme. Et ça a joué aussi, si vous voulez, dans la reconfiguration mémorielle de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que je vais le dire bêtement, mais c'est effectivement dans une sensibilité sur la crise de l'avenir, mais quel est notre espace d'horizon d'attente, ce qu'on appelle l'horizon d'attente. Quel est cet espace-là qui est en train de se réduire dans cette question d'horizon d'attente, en gros, comment je vais vivre plus tard, quel est mon avenir? Dans une société avec un chômage de masse, dans une société où la question déjà de l'écologie apparaît, c'est-à-dire qu'on a effectivement cette question-là d'un monde qui peut-être est en train de se détériorer. La question écologique, c'est les années 70, c'est pas simplement depuis hier. Et donc là, il y a vraiment une nouvelle perception du temps. Donc c'est ça qu'il faut intégrer aussi à cette question de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. On est dans une nouvelle perception du temps où effectivement on va aussi se tourner vers le passé comme quelque chose qui est peut-être de l'ordre de la consolation par rapport à un avenir qui est un peu inquiétant. Donc c'est là que, pour rejoindre ta question, à la fin des années 70, début 80, c'est là que va se télescoper justement cette notion d'anéantissement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a bien une rencontre entre des sensibilités qui sont là par rapport à des passés qui sont en train de disparaître et la prise de conscience, pour le dire très clairement, la prise de conscience de la singularité du génocide des Juifs comme processus d'extermination, c'est-à-dire de disparition des traces. Donc tu l'as vu en cours normalement, donc c'est-à-dire la singularité d'un crime génocidaire. C'est pas simplement dans l'extermination, c'est aussi dans l'effacement des traces.
qu'il n'y ait plus aucune trace de ce qui s'est produit. Donc ça, c'est la particularité. Et cette prise de conscience-là, elle se fait là, dans les années début 80, fin 70, début 80. Il faudrait affiner, c'est-à-dire qu'elle se fait d'abord dans la communauté juive et ensuite, effectivement, elle va s'ouvrir avec, par exemple, Shoah de Lanzmann, avec des éléments comme ça, où les gens vont prendre conscience de ça. C'est-à-dire que c'est pas simplement un massacre comme ça, c'est effectivement, on est dans une intention d'extermination de tout un peuple. Et là, effectivement, je dirais qu'il y a des soubassements, c'est-à-dire que c'est d'autant plus intelligible pour les gens que peut-être, c'est une hypothèse là, que peut-être qu'effectivement il y a aussi la question de l'effacement de traces d'un monde passé qui est là, qui est, comment dire, comme une préoccupation pour les gens. Et donc cette question de il ne faut pas oublier ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, elle va rencontrer peut-être cette préoccupation effectivement de sauvegarde du passé. Je ne sais pas si j'ai été clair là pour le coup. Bon, merci. Mais c'est intéressant. Alors, ça y est, on y est arrivé, mais effectivement, c'est très intéressant. Donc, Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Peut-être une petite anecdote. Le camp d'extermination de Mauthausen, où il y avait les 162 marches, je crois, ont tout de suite après la guerre ont été refaites complètement par les Autrichiens. Qui ont refait complètement cet escalier. Alors moi, j'ai discuté avec un ou deux déportés qui avaient vécu l'histoire de ces marches. Je me dis, mais maintenant, on les monte d'une façon légère. Il y en avait qui étaient hautes comme ça, ou petites. Il faut s'imaginer un peu le calvaire que ça peut être. Pour des gens qui arrivaient à résister à ça, je ne sais pas si maintenant, on dirait ici, moi je crois quand même, s'ils se repassaient par la même chose, parce que ça ne pourra jamais recommencer. Et je crois qu'il faut faire, et on est obligé, on ne peut pas faire autrement, de faire confiance en la jeunesse. Bien sûr. Bien sûr. Mais vous me faites penser à la question, c'est un enjeu aussi éducatif, scolaire, la question du témoignage et la question de la disparition des témoins et de justement, puisque j'ai parlé de la venue des témoins comme une pratique extrêmement mobilisée par les enseignants. Ceux qui viennent aujourd'hui sont très âgés, sont les enfants. C'est eux qui ont été enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, dont les enfants cachés. Donc on a beaucoup de témoignages par rapport aux enfants cachés. Mais voilà, donc ça va prendre fin. Donc quel sera le relais, quels seront les relais, donc ça c'est en train d'être réfléchi aussi et d'être pensé, cette question-là. Justement, comment cela se passait-il lorsqu'on découvrait, pour les enfants cachés? C'est-à-dire j'essaie de faire un travail, un devoir de mémoire, et ma question c'était de savoir comment et où commencer. Et comment procéder, mais je crois que je demanderai ce que faire. Mais ma deuxième question, c'est parce que j'ai découvert des choses en fait au niveau familial, et en fait je continue à creuser, etc. Et là j'ai entendu une question, une réponse qui m'interpelle. Qu'est-ce qu'un enfant caché? Comment procédait-on? On essayait de le virer de l'état civil, il n'était pas déclaré avant 1950. Il y a eu des changements de nom, il y a eu plein de cas différents. Moi, C'est une conférence à part entière. Oui, je ne suis pas spécialiste de la question. La mémoire des enfants cachés apparaît dans les années 90, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une histoire qui va apparaître de plus en plus dans les années 90, et puis aujourd'hui, c'est très présent. Mais il y a plein de cas différents, et là, effectivement, on rentre dans... parce qu'il y a des changements d'identité, il y a eu toutes ces choses-là, donc évidemment. Dans les deux camps. Oui, oui. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Ah bon?